Alors, vous êtes prêts à décoller ou pas? Parce qu'avec Pascal, en général, on met les doigts dans la prise. Je te mets pas la pression. Hein. Et donc voilà. Alors, Pascal de Gail Attis. Encore merci d'être là avec nous pour la 2e année consécutive. Alors Pascal, tu es extrêmement difficile à définir parce que tu es un peu un ovni, tu es hybride et justement je pense que ce que tu es, ce que tu incarnes... Métissé, exactement. Parce que hybride en ce moment j'aime pas trop ce qu'on fait avec la génétique. Ah oui, c'est vrai. Alors tu es métissé. Oui. Et dans le fond, tu incarnes finalement un peu dans ce que tu es, la pensée complexe ou l'être quantique, parce que donc tu es scientifique, oui. Tu es scientifique, tu es danseuse. Ça c'est une autre vie, mais oui. En tout cas, les émotions et la mise en mouvement ont fait partie de ton chemin et de ta traversée. Tu t'es intéressée aux mathématiques, à la biologie, à la physique, et donc en faisant un petit peu la convergence de tous ces sujets, tu t'es posé énormément de questions sur quel est notre rapport au réel, notamment, entre autres questions que tu... Quelle est la nature de la réalité? Quelle est la nature de la réalité? Qu'est-ce que la réalité? What's real? En gros, c'est le film Matrix, quoi. Oui, ça fait un petit moment que beaucoup de chercheurs se posent la question, et au-delà de se poser la question, il y a même quelques réponses quand même aussi maintenant. Et alors, dans ce cadre-là, donc justement, on t'a invité parce que, dans le fond, tu interroges même en tant que tel, enfin, dans ce qu'est-ce que la réalité, la manière finalement dont on raconte des histoires ou dont on fait des films, puisque ça va influencer le regard qu'on pose sur le réel. Et donc, du coup, avant d'aller plus loin dans tes raisonnements, je voulais d'abord savoir comment tu te sens, là tout de suite, là maintenant. Qu'est-ce que tu as ressenti ce matin par rapport à la conférence sur la permaculture et la sobriété? Et pour pouvoir un peu faire la transition vers le reste, justement, et que tu me définisses, toi, ce que c'est que, pour toi, la sobriété. La sobriété, je pense qu'on a peut-être une idée un peu à l'envers de ce que ça peut représenter. En fait, je définirais la sobriété comme étant la plénitude, et un état de plénitude. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, alors tu me demandais comment je me sens vraiment très, très enthousiaste, parce qu'on vit une époque extraordinaire, même si elle est douloureuse parfois, mais on a choisi d'être sur cet espace qui nous met en charnière de 2 espaces. Un ancien paradigme qui, pour moi, en tant que chercheuse, que je définirais bâti sur un modèle scientifique, un paradigme darwinien, newtonien. L'année dernière, j'avais déjà un petit peu détaillé sur quoi on avait bâti ce modèle, sur les 4 principes de Newton, que je ne reprendrai pas aujourd'hui, évidemment, ça serait refaire un peu la même chose. Et j'ai plutôt envie de parler de ce qui est en train plutôt d'émerger. Et donc, d'un côté, un modèle bâti sur la survie. Et sur cette survie, on peut même parler, finalement, ce qui déclenche la survie, c'est finalement le manque d'espace. Tout commence déjà, on peut dire, à la naissance. Et j'ai presque envie de vous demander, qu'est-ce qui fait qu'on est là déjà? Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Si quelqu'un a une réponse. Tu veux dire pourquoi on s'est incarné? Non. Un facteur déclenchant, en fait. Mais c'est un manque d'espace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on atteint cette plénitude qui fasse que le bébé peut sortir, eh bien, il sort tout simplement parce qu'il y a un manque d'espace. Et tout commence déjà avec cet espace qui est à la fois intérieur, qui sera vécu de cette façon, et qui fera qu'à partir de là, on va avoir une conquête de territoire. Donc, ce manque d'espace, à un moment donné ou un autre, d'ailleurs, va être vécu un petit peu comme une sorte d'obligation de sortie, voire même, si le bébé reste, comme une souffrance. Et on voit bien que déjà, le modèle de base est un modèle qui nous demande toujours d'élargir notre espace. On peut le comprendre même dès le départ, quand on est enfant, on arrive donc... dans le meilleur des cas, les parents vont prévoir une chambre supplémentaire. Donc on est encore dans un espace qui demande un agrandissement.
Et puis, peut-être il va y avoir un deuxième enfant. Et à partir de là, on se rend compte à quel point cet agrandissement et non pas cette expansion de l'espace devient une sorte de quête, de conquête, mais surtout d'obligation pour pouvoir vivre correctement. Là ? Ouais, bien parler avec le micro devant la bouche. Voilà. Comme ça. Comme une star, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut que tu sortes ton Johnny intérieur. Ok. Voilà. C'est très, très... oui, quand on n'a pas l'habitude, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est pas grave. Alors que je parlais d'espace, là, je me sens un peu envahie dans mon espace. Et ça te va super bien. Donc, j'en étais à cette espèce d'obligation de s'agrandir. Et on a même l'impression que quand quelque chose grandit en nous, quelque chose d'autre diminue, en fait. Vous voyez, quand on devient parent, finalement, il y a un membre de plus et finalement, l'espace a diminué. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est un peu forgé dans notre cerveau un modèle de l'espace, un modèle de la réalité qui va faire qu'au-delà de ça, j'en avais parlé aussi l'année dernière, mais je vais le reprendre rapidement, il y a le modèle de la survie avec 3 obligations et bien sûr le territoire, donc l'espace. Sur ce territoire, pouvoir se nourrir, donc la chasse. Et aujourd'hui, ça s'est déplacé, mais c'est exactement la même chose. C'est le territoire du travail et l'obligation d'avoir ce terrain de chasse donc pour pouvoir effectivement, et toutes les proies pour pouvoir manger. Et ensuite, avoir un abri pour être en sécurité et pouvoir se reproduire. Voilà. Au-delà de ça, on a ajouté aussi des lois newtoniennes qui nous mettent sur des mouvements rectilignes uniformes. Et quand j'ai écouté tout à l'heure le modèle avec c'était un petit 2, je crois, où on avait l'impression que, en fait, on a envie de revenir sur quelque chose. Ça, c'est vraiment le mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la vie s'est déployée sur un objet, avance dans un mouvement rectiligne uniforme, et que pour pouvoir sortir de ce mouvement rectiligne uniforme, il nous faut un accident. Parce que sans accident, eh bien, effectivement, on a ce ronronnement. Alors c'est sûr que ça fait bizarre. À partir de là, il y a cet accident, mais on se retrouve piégé dans la direction de l'accident. On va prendre par exemple une lettre de licenciement. Ça peut être considéré comme un accident. Et là, plutôt que de me dire peut-être que j'en avais marre de ce boulot et finalement ça tombe à point nommé, pas du tout. En fait, ce que j'essaye, c'est de retrouver un peu la même chose. Et on comprend parce qu'on est sur le modèle de la survie. Parce que comment je vais faire pour payer mes factures ? Voyez, on est tellement sur ce modèle encore de la survie, du terrain, du territoire et de la chasse qu'on a des chasseurs de tête aujourd'hui. Voyez, donc tout ça, c'est un petit peu l'ancien paradigme, mais pour autant, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que alors qu'on a une promesse d'émergence, forcément, il y a forcément quelque chose d'extraordinaire, et on parlait beaucoup d'émerveillement aussi qui peut sortir de ça, c'est qu'on est arrivé à la fin vraiment d'un modèle usé. Alors, il était utile, je pense que sinon, il faut toujours arriver à un point de rupture. Ça, c'est aussi l'ancien modèle, pour arriver à créer quelque chose de différent. Et le modèle en question, je vais déjà essayer de vous le faire dès le départ, parce que je suis partie de l'espace, c'est que depuis quand même un certain temps, on peut même dire depuis Einstein, on a un univers qui finalement est entré dans l'histoire. Ça veut dire par là qu'avant, l'univers avait toujours été comme ça, on le voyait comme ça, et on a forgé, on peut dire, tout, notre culture, notre politique, notre économie de l'époque, sur ce modèle un peu statique. Puis tout d'un coup, Einstein va effectivement dire qu'il a une histoire, et puis au-delà d'Einstein, en tout cas, on va avoir un modèle qui est en expansion, un modèle d'un univers en expansion. Et ça, c'est fantastique. Seulement, voilà. On l'a bâti aussi sur un modèle de quelque chose qui, effectivement, se déploie au fur et à mesure et qui manque d'espace. Donc, sur un modèle qui fait qu'on a besoin de matière, en fait, pour avancer. Ça a donné le modèle matérialiste, bien avant Einstein. C'est à peu près, je crois, milieu 17e, 18e. Et puis, avec Einstein, on a enfin ce modèle expansif. Enfin, en tout cas, c'est la conséquence de cette histoire et de cette dynamique. Et là, par contre, on pense que l'univers, actuellement, maintenant, est en train de grandir dans un vide plus grand que lui. Et c'est là où il est temps de se dire que l'univers ne grandit pas en remplissant un vide plus grand que lui, mais qu'il est poussé de l'intérieur. Vous voyez, c'est le modèle un petit peu du ballon, et c'est pas quelque chose de vide, mais c'est cette poussée qui fait qu'au fur et à mesure, vous prenez un petit ballon, vous soufflez dedans,
Et il y a quelque chose qui se déploie, sauf que voilà, c'est mes mains, c'est un ballon, alors que l'univers, ben justement, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une substance, d'un milieu. Ça serait peut-être intéressant aussi de se pencher là-dessus. C'est quoi la substance de l'univers? Mais en tout cas, on a quand même une hypothèse aujourd'hui. On peut dire que la substance de l'univers, c'est l'information, entre autres. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à partir de ce modèle d'expansion, ça veut dire que la question qui devient fondamentale aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pousse le vide en moi? Puisque ce modèle est poussé de l'intérieur, qu'est-ce qui pousse? Alors, je ne cherche pas une réponse scientifique, l'énergie noire, non, c'est pas ça. C'est sa motivation, en fait. Et je pense que, en fait, l'être humain est porteur aujourd'hui d'un projet incommensurable. C'est celui de réaliser déjà qu'il participe à cette poussée de l'intérieur, à cette poussée de l'univers, parce que ce qui nous habite en nous, nos cellules, les atomes, les molécules, les particules élémentaires qui nous constituent, finalement, c'est cette poussée intérieure aussi. Et que l'être humain est une sorte de fenêtre, un espace intermédiaire entre une réalité intérieure très, très active et une réalité extérieure, mine de rien, qui a l'air d'être hyperactive alors qu'elle ralentit beaucoup et qu'on est là effectivement pour prendre conscience au fur et à mesure et pour pouvoir expérimenter, sauf qu'on a expérimenté toujours à partir de la survie. Et là, il serait peut-être temps d'expérimenter au niveau de l'émergence. On a plutôt dupliqué nos problèmes en étant toujours plus en plus créatifs, mais sur le modèle de la survie. Et aujourd'hui, ce qui m'interroge, c'est que tous les modèles scientifiques, même si on parle de physique quantique, sont toujours bâtis à partir d'une personne qui est là et qui n'a elle-même pas changé sa relation finalement à son espace, sa relation à l'autre, la mise en relation, et qui finalement continue sur un modèle linéaire parce que cette personne est elle-même bâtie sur le modèle de la survie. Alors, on va faire donc un petit arrêt sur image sur ce que tu viens de dire pour le raccrocher justement à la sobriété. Parce que, donc, je rappelle, hein, quand tu fais référence à ce modèle de la survie, tu parles donc de la survie, de la saturation, de la rupture. Le modèle newtonien est un modèle qui fait que pour changer de direction, d'état, pour changer tout court, c'est soit par saturation, auquel cas on est quand même un petit peu dans un modèle chimique, c'est-à-dire tout le monde a fait un petit peu prendre un milieu acide, un milieu basique, vous mettez des gouttes et au bout d'un moment, votre solution qui était acide, si vous mettez des gouttes basiques, elle va devenir basique. Mais c'est une saturation. D'où l'expression « j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus ». Je suis saturée. Et là, enfin, on se dit « bon, bah, c'est bon, j'en peux plus, alors je vais faire quelque chose ». Quant à la rupture, c'est ni plus ni moins que de mettre une masse sur un support. Et effectivement, elle va être de plus en plus lourde. Alors on porte, et à un moment donné, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. C'est vraiment ce côté de mettre un poids, et tant qu'on n'est pas au bord de la rupture, d'où rupture de contrat, rupture amoureuse, eh bien, on est là et on tient. On tient, parce que le propos, c'est de tenir. Alors du coup, si on sortait de ce modèle, moi mon angoisse c'est qu'on n'ait plus d'histoire, hein, parce que finalement la plupart des histoires commencent soit effectivement par une saturation, une rupture, qui finalement lance la fameuse quête initiatique de comment je dépasse ce que je viens de perdre ou cette claque que je viens de me prendre. Ça ressemblerait à quoi, dans le fond, une histoire qui sortirait de ces modèles de saturation, rupture, survie, compensation. Une histoire qui commencerait à partir de l'espace plein dont tu parles. De la plénitude. Est-ce qu'il y aurait une forme de résolution quand même, ou de quête, ou c'est fini ou... En fait, déjà, la base c'est juste une base de pas forcément chercher à régler le problème, mais se déconnecter du problème. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est toute ma recherche, hein, je suis essentiellement théoricienne, c'est de comprendre qu'en fait, c'est pas tellement... j'ai lâché le modèle de l'espace-temps. Je suis sur des niveaux d'énergie. C'est-à-dire, ce que je pense, et d'ailleurs on y est déjà tous, hein. Aujourd'hui la montre, ça ne veut plus dire grand-chose, on a passé une journée, on se dit « ah », et ça va dépendre de la façon dont on fait les choses qu'on aime. Donc ce qui nous inspire, pas ce qui nous rassure. À partir de là, on est un peu comme les enfants à l'école maternelle, il n'est pas question de leur dire 15 minutes de ci, 20 minutes de ça. C'est là et c'est de l'émergence, et ce sont des niveaux d'énergie. Et au bout d'un moment donné, quand on n'a plus envie, ça s'arrête et il y a autre chose qui émerge, qui donne envie.
En fait, c'est de se reconnecter déjà pour commencer à des choses qui sont des impulsions et non pas des pulsions ou de la compulsion. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu as envie de faire quelque chose. Ça part d'ici. Hein. Et à partir de là, tu n'es pas en train de te dire que tu verras plus tard, ou qu'il faut faire ci, ou qu'il faut faire ça, mais tu es en train de suivre cette émergence parce que justement, de là d'où vient l'émergence et l'impulsion, il n'y a aucune perversité dans la matière. C'est notre façon d'avoir modélisé la matière avec, effectivement, forcément derrière une moralité. Le besoin de s'en sortir, parce qu'en ce moment, on parlait tout à l'heure de vivre, le modèle, est-ce que le vivant n'est pas en train de se détruire? Le vivant ne peut pas se détruire. La survie, il faudrait la détruire. Mais c'est parce qu'on est dans la survie que le vivant se détruit. Mais on est sur un modèle mathématique de la survie depuis presque la nuit des temps. Et on peut dire Newton qui l'a mis en lumière et d'autres, bien sûr. Mais on n'a jamais quitté le modèle de la survie. Et on ne vit pas notre vie. On duplique quelque chose qui est de l'ordre. On se sent créatif, mais non, on duplique notre vie. Et c'est pour ça que ce qui devient intéressant, c'est pas seulement de chercher quel pourrait être le modèle, mais de laisser émerger le modèle en se déconnectant en tant qu'auteur, scénariste de son propre modèle bâti sur la survie. Et là, ça ouvrait dans le cerveau forcément des espaces non explorés. Parce que ce qui compte, c'est pas la fonction d'écrire, c'est qui écrit quand j'écris. Et ça, rien que cette question, c'est le point de vue de la physique quantique, en fait. Mais alors, du coup, pour citer Pierre Rabhi, c'est finalement comment être vivant avant la mort, quoi. Dans le fond, tu parles beaucoup de survie. Je ne comprends pas trop la question, l'image. L'image de Pierre Rabhi, je pense que c'est une critique du système capitaliste ultralibéral qui finalement, c'est la fameuse servitude volontaire, si tu veux, où tu sais la métaphore où disait Alors, comment être survivant avant la mort? Comment être... Alors, parce que vivant, on n'y est pas. Justement, non, c'est justement ça la question que je pose. Il reste à inventer cet espace vraiment du vivant. On ne va pas vers ce qui nous rassure, mais vers ce qui nous inspire, mais vers ce qui nous... Oh là là, c'est dur à dire. On ne va pas vers ce qui nous rassure? On va vers ce qui nous rassure, survie, mais pas vers ce qui nous inspire. On ne se déploie pas pour aller vers, mais pour ne pas aller vers. Donc en fait, on est là pour pouvoir toujours s'en sortir. On avance comme des crabes. Donc on avance sur le modèle de la résistance, en fait, le modèle newtonien. Et là où ça devient intéressant, et c'est que finalement, on n'est pas dans notre ligne. Et quand on se dit heureux, puisque je crois que c'est le sujet d'ailleurs, le bonheur. Alors le bonheur, c'est plutôt une image, mais être heureux, c'est un état. Et je suis sûre que dans cet état, il y a on peut écrire cette équation d'être heureux. Parce que autant le bonheur, c'est quelque chose, je dirais, de personnel. C'est une image même qui nous permet parfois de trouver un idéal, même de fantasmer dessus. Mais l'état d'être heureux est un état, mais j'ai quelques règles là, en tout cas des choses qu'il faudrait peut-être aller poser pour pouvoir trouver cet état, ou tout au moins, tout le monde a été heureux à un moment donné, heureusement. Mais le problème, c'est le côté durable, périssable. Donc comment pouvoir vivre dans un monde durable si on n'est pas capable d'ancrer en nous cet état d'être durablement? Et d'ailleurs, parce qu'on n'y croit même pas. On est même en train de se dire que c'est pas possible d'être heureux tout le temps. Oui, le fameux fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Exactement, mais je reviens sur ce modèle de la survie, en fait. Et une deuxième chose, c'est qu'on dit qu'on est heureux quand on est soulagé. Et ça, c'est pas être heureux. Déjà, on peut se demander, c'est quoi être heureux? En tout cas, si je ne peux pas donner la réponse comme ça tout de suite, et que je pense que c'est à chacun d'aller la chercher, c'est en tout cas pas d'être soulagé. Ça revient exactement au même que de prendre un aspirine et de se dire, vous avez une migraine, vous avez mal à la tête, et tout d'un coup, ça s'arrête. Et là, vous dites, ah, la vie est belle. Mais vous n'êtes pas heureux. On n'est pas heureux, on est juste soulagé. Donc finalement, se poser, pour effectivement, l'idée, c'est qu'on fasse un lien en termes de storytelling entre la sobriété, la notion de bonheur, de buen vivir, comme dirait Patrick Vivray, et éventuellement d'abondance. C'est-à-dire que, dans le fond, on s'est dit que, et notamment ce matin, qu'il y avait malgré tout un imaginaire de la sobriété qui était quand même beaucoup dans le moins, beaucoup dans la punition, et finalement, si on poursuit un peu cette quête autour de la sobriété, et elle peut aussi peut-être être une opportunité et un cadre. La sobriété, tant qu'elle sera une quête, rien que la phrase, montrera qu'on sera sur un déploiement de l'espace, et tout est espace, qui partira toujours d'un manque et non pas d'une plénitude. Le problème de la quête, c'est sûr que c'est attractif.
Mais j'ai plus envie vaut mieux créer un personnage attractif qui est capable d'amener à lui des solutions, plutôt que chercher les solutions et de pouvoir convertir ce regard. Parce que la quête, le problème, c'est qu'on est toujours en quête. À la limite, on est addict à la quête. Alors, est-ce que le problème, c'est pas le mot sobriété ? C'est ce qui fait référence au système que l'on quitte, finalement, alors. Tu peux répéter ? Est-ce que le problème, c'est pas le mot sobriété ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un autre mot ? C'est pas un problème, le mot sobriété. Je dirais plutôt le problème, c'est d'être sur la définition. Ah, le mot sobriété. Est-ce que, parce que finalement, on a commencé cette conversation sur la question de la sobriété et tu as répondu en refaisant référence au modèle newtonien et darwinien, donc sur la survie, la compensation, la rupture. Donc c'est bien que tu l'associes au modèle que l'on quitte. Il n'y a pas de problème avec ce mot-là. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'il sorte ce mot. En fait, ce qui m'interroge le plus et ce qui je trouve plus passionnant, c'est pourquoi ce mot est là. Peut-être parce que c'est justement, ne serait-ce que pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire et d'où il vient. Et il vient effectivement, en fait, on est sobre. En fait, sa sobriété n'est pas une quête, sinon c'est qu'on a un problème, on a une addiction. Donc la sobriété devrait être un état comme l'état d'être heureux, et à partir de là, on se sent plein. Et on peut même la trouver quand on parle justement de la permaculture, créer une nourriture un peu à part quand même par rapport au modèle existant. Mais quand on mange des choses saines, justement, eh bien on mange moins. Donc déjà, en termes de ce que je mets dans mon ventre, quand on a une nourriture qui est chargée en énergie, mais on va manger mais 3 fois moins, j'en suis sûre, c'est même pas 2 fois moins, parce qu'on a mangé, que vous soyez végétarien ou pas végétarien, que vous mangiez un poulet ou autre chose, mais vous avez pris un petit morceau et ça vous suffit, vous êtes plein d'énergie. Alors que d'ailleurs, la nourriture aujourd'hui, c'est pas tant qu'elle n'est pas sobre, c'est qu'elle est pauvre en énergie. Et que du coup, elle ne nourrit pas, elle ne nourrit plus. Donc déjà, rien qu'en pensant comme ça en permaculture, on aurait déjà besoin de moins produire de toute façon, puisqu'on aurait besoin de moins se remplir. Et en même temps, pourquoi on se remplit ? Mais parce qu'on pense qu'on manque de tout, et qu'un jour on manquera. C'est une compulsion. Donc tant qu'on est bâti sur le manque, qu'est-ce qu'on fait ? Des réserves. Et c'est ce qui fait qu'il y a une course à la surconsommation, parce que non seulement il faut remplir son frigidaire, mais il faut remplir son frigidaire pour le cas où. Donc la société du manque, de la compensation et de la compulsion, sortir de ce schéma pour cultiver, au lieu de cultiver une quête du bonheur, cultiver un état d'être. C'est ça. C'est de savoir que le Graal, il est là en nous. Quand on voit ce qui nous habite, les cellules, notre corps, on pourrait dire qu'il est bâti sur le modèle de la sobriété, si ce n'est que le modèle du corps et le modèle de la régulation. On n'imagine pas que le boulot que mon corps fait, que votre corps fait en ce moment, pour écouter, pour digérer ce que vous avez mangé, pour comprendre, pour entendre, tout ça, c'est le boulot aussi des gènes, des cellules. Et tout ça, c'est équilibré. Alors après, comment nous, on utilise ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on mange parce que quelque part, on a faim, ou parce qu'on est dans un état compulsif et on ne nourrit pas notre corps, mais nos émotions. Et tant qu'on est sur le modèle de la survie, mais bien sûr qu'on nourrit nos émotions, puisqu'on est en danger. Donc voilà, et à partir de là, le problème, c'est que la plupart des films action-aventure, il y en a un paquet, ont été quand même effectivement bâtis sur le modèle de devoir s'en sortir du danger. Et alors, un film qui serait... Ça ne veut pas dire... Il y a forcément quelque chose d'aussi attractif, ne serait-ce que la notion d'émerveillement. Mais c'est quoi l'émerveillement et comment on peut s'émerveiller ? Est-ce qu'on peut être dans un film d'action-aventure à partir de l'émerveillement ? Pourquoi pas ? C'est à toi de me le dire. Est-ce que justement, j'allais te poser la question, donc l'état d'être de bonheur dont tu parles, quel est l'imaginaire auquel il peut faire référence, par exemple, pour toi ? L'état d'être du bonheur. Oui, c'est-à-dire sortir de l'année dernière, tu disais qu'il fallait sortir de la quête du Graal, qu'on était le Graal en fait. Oui. Et donc finalement, le bonheur, c'est un peu ce que tu racontes. État, oui. C'est-à-dire, il faut arrêter la quête du bonheur, il faut être le bonheur. Enfin, en gros, il faut cultiver l'état d'être de bonheur. Donc, mais si on devait associer ça à des imaginaires pour être justement dans la vie à partir d'un espace de plénitude, mais pas à partir d'un espace de manque, concrètement, ça ressemble à quoi la psychologie d'un personnage avec ses caractéristiques ? Déjà, alors j'avais tout un...
processus d'observation déjà pour pouvoir dire pourquoi et en quoi on n'était pas encore dans ce modèle-là, parce qu'on a des fausses croyances en fait, déjà ça c'est important, et qu'à partir de là, avant de répondre, parce que là quand tu poses cette question, pour moi il y a deux réponses, il y a deux directions. Il y a à la fois, il faut commencer peut-être par définir l'état d'être heureux, avant de trouver un scénario qui puisse y correspondre. Peut-être que le scénario peut y contribuer. Peut-être la question la plus fondamentale, je reviens dessus, mais qu'est-ce qui gouverne le vide en moi, en fait? Et pourquoi, alors que j'ai tout, que je suis née avec tout, alors que je ne manque de rien, puisque je pars de la plénitude, j'ai créé ce manque, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est souvent dans les films sur le point de vue essentiellement d'un héros, comme s'il était isolé, comme s'il était tout seul, et comme si c'était... En fait, c'est lui qui crée finalement tout son environnement autour, y compris tous ses problèmes. C'est là où ça devient intéressant de se dire que ce qui est important aussi, moi je pense qu'il y a déjà des scénarios qui sont bâtis là-dessus, c'est la mise en relation, c'est le réseau, c'est de passer d'un personnage à un autre et de voir effectivement aussi cette espèce d'intérêt que je trouve que je suis là, je prends le micro, je parle et puis après il y aura quelqu'un derrière moi, mais ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas toute seule. Et ça on a du mal parce qu'on a tendance à se projeter sur une seule chose et jamais sur un nombre. Au même titre qu'on a tendance à voir qu'un seul niveau de la réalité et jamais... Il y a déjà des choses à ouvrir au niveau de la façon dont on modélise notre espace, la réalité. Il y a plusieurs niveaux de réalité. Il y a cela en ce moment, il y a voilà ce que je fais, puis il y a le niveau de réalité de mes cellules. Et puis il y a le niveau de réalité qui est dehors. Vous voyez, et c'est déjà de commencer par que la personne qui écrit se positionne, se localise là où elle écrit et qu'elle prenne conscience un petit peu de tout ça déjà. J'ai envie de dire, c'est une posture. Ce qui compte, c'est pas ce que je dis, c'est qui le dit quand je le dis. Et ça, c'est déjà c'est déjà, ça commence avec cette posture. À partir de là, c'est vraiment ça. Émergera quelque chose de différent, parce que si on a toujours les mêmes habitudes de la matière, comment on peut créer quelque chose de nouveau puisqu'on fonctionne sur des habitudes? Et on est en train de chercher quelque chose de nouveau alors qu'on n'a pas dégagé nos habitudes de fonctionnement et de prise de conscience du réel. Alors, qu'est-ce qui gouverne le vide en moi? Est-ce que finalement, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, dixit la dépendance aux ressources, aux énergies fossiles, etc., est-ce qu'il n'y a pas, dans le fond, un comportement qui voudrait qu'on soit accro au vide en soi, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective? C'est une question qui part d'un comportement compulsif sur le problème des comportements compulsifs avec les addictions, les phobies, les obsessions. Donc la première déjà des addictions du collectif, c'est sa croyance. Enfin non, c'est pas une addiction. Sa première phobie, en fait, c'est la séparation, le manque. Ensuite, on arrive à son obsession, vérifier qu'il y aura toujours quelque chose. Vérifier qu'on manquera de rien. Et ensuite, la dernière des choses, la phobie, eh bien, mine de rien, c'est l'addiction, pardon, c'est donc phobie, obsession, addiction. Et l'addiction, finalement, avec ces deux préambules, parce que tout ceci s'autogénère, en fait. Donc, je suis addict, je suis donc dans un processus de séparation, c'est ma phobie. Je vais vérifier, donc c'est mon obsession, et quelle est mon addiction. Donc, du coup, en fait, ce que tu préconises, c'est une thérapie pour tous. Non, l'addiction que rencontre l'humanité aujourd'hui, et la conséquence des deux premières, finalement, c'est la culpabilité. Donc, qu'est-ce qui gouverne pour le moment le monde? Beaucoup la culpabilité, et bien sûr les émotions, mais bâties sur une forme de culpabilité, quand on n'y arrive pas. À partir de là, si on est sur un autre registre et qu'on lâche ce comportement compulsif, forcément, on va bâtir une réalité totalement différente, avec des images différentes et des scénarios différents. Mais à l'échelle globale, est-ce que c'est possible vraiment que l'être humain sorte de ses comportements compulsifs ? Sincèrement, quand déjà notre entrée au monde naît d'une séparation, d'un traumatisme de séparation avec la mère. Est-ce que clairement, est-ce qu'on peut vraiment, dans un monde idéal, sortir de ces traumas-là, de ce que tu décris? Je ne considère pas ça comme étant un trauma, mais comme un modèle d'une pensée qui n'arrive pas à se projeter d'une manière différente.
On use 95% de notre énergie dans nos projections, il nous en reste 5 pour être agissant et pas réagissant. On est réactif et pas proactif. C'est-à-dire que quand se présente pour nous une donnée, on n'est pas en train d'agir mais de réagir. Donc c'est encore une fois d'arriver à convertir la façon dont on a pensé la réalité. On a bâti, et les modèles scientifiques ont une sacrée responsabilité parce qu'en fait ils donnent les directions à tout le reste, et en particulier la physique. À partir du moment où on est sur la donnée de cet espace quantique, alors en ce moment on parle beaucoup de la physique quantique, du quantique, mais en fait on est en train de basculer. Moi je pense qu'on est en plein changement d'espèce en fait. Je pense que ce qui se joue aujourd'hui, puisqu'on a une crise de civilisation, il y a aussi une espèce qui est en train d'émerger, d'arriver, et qui partira pas d'un manque, mais d'une plénitude, et qui sera sur les modèles d'émergence. Ça veut dire que je ne suis pas là seulement pour trouver, mais pour me laisser inventer. Et l'univers, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est se laisser traverser. Ce n'est pas forcément trouver absolument des solutions, mais se laisser inventer par des images émergentes. Et donc se laisser inventer, finalement, par quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Parce que ça aussi, c'est important. Et c'est en ce sens où il y a aussi cette spiritualité émergente aussi. Et ce côté réseau. C'est-à-dire que forcément, pour que j'ai quelque chose qui arrive vers moi, il n'est pas arrivé comme ça. Tu vois, ça veut dire que j'étais déjà en relation avec quelque chose. Et ce qui est très important, c'est la façon dont nous sommes tous intriqués. Et la façon dont moi, je suis en train de faire quelque chose là, et mine de rien, à l'autre bout, il se passe quelque chose qui est en relation avec ce que je fais. Comme un poisson dans l'océan qui va bouger. C'est un milieu, et notre milieu, on ne le voit pas, mais c'est exactement la même chose que l'océan. Parce que l'espace, c'est un milieu. Il suffit de bouger quelque chose dans l'espace et tout bouge. Quand tu bouges un élément dans ta cellule, qui est un petit espace en 3D, qui est plein d'eau, on va dire, eh bien, évidemment, s'il y a un petit composant qui bouge, on appelle ça un petit organite, il y a tout qui bouge avec lui et dans les 3 dimensions. Est-ce qu'on réalise ça ? Parce qu'on se voit comme quelque chose qui ne bouge pas, de monolithique, d'une seule forme, alors qu'il y a tout un ensemble d'univers et de formes en nous. En fait, ce qui est important, c'est plutôt de redéfinir quel être peut être cet être quantique. Déjà, il n'est pas sur une définition lui-même, mais il est capable de lâcher à n'importe quel moment une direction pour aller vers une autre alors que ce n'était pas prévu. Et là, ça devient intéressant parce que tout le monde s'attend à ce que ça aille comme ça, parce que c'est comme ça. Et tout d'un coup, non, ça ne va pas le déranger, à condition de trouver évidemment une articulation qui fasse que ça soit beaucoup plus intéressant finalement d'aller là, et que ce lâcher-prise qu'on a eu alors qu'il fallait aller là parce que c'est toujours comme ça, amène une direction que le public n'attendait pas forcément et qui nous emmène dans un truc. Mais là, il y a l'émerveillement parce qu'il y a l'inconnu. Et tu as des exemples, par exemple, de séries qui racontent un peu ce que tu décris. Il me semble que tu me parlais de Sense8. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, c'est le côté de laisser place à et de se sentir habité par des dimensions à l'intérieur de nous. En tout cas, en relation avec ces dimensions. Ce n'est pas nous, mais c'est nous en relation. Et c'est dans ce sens où j'ai trouvé que c'était vraiment un regard très, très, très intéressant sur la façon dont on peut être intriqué et la façon dont quelqu'un se présente, en fait. Il a une... Enfin, ça dit tout simplement qu'on n'est pas connecté qu'à une seule dimension en nous, mais qu'il y a des parties de nous actives dont on n'a pas forcément conscience. Et alors, pour en revenir donc à cette histoire de sobriété, de buen vivir et donc de notion d'abondance, parce qu'il me semble aussi que tu avais une vision assez, critique sur tout ce qui était décroissance, contrainte, enfin sur ce storytelling-là, parce que toi, tu considères que quand on parle de cet espace plein, en fait, il n'y a pas de raison en fait de décroître. Au contraire, la société de l'émergence, comme tu dis, ou de ces êtres qui finalement se laissent réinventer par plus grand qu'eux, sont dans une forme de création de leur réalité, d'abondance et effectivement de circularité et plus de linéarité, quoi. Exactement, la potentialité en fait. C'est-à-dire que c'est cet espace de la potentialité qui est vraiment à travailler dans les scénarios. Je suis une définition de moi-même ici, mais clairement, en fait, encore une fois, ce qui nous définit, ce n'est pas un espace, mais un hyperespace. Et des parties de moi ne sont pas forcément exprimées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là en attente de quelque chose et elles sont possibles. Et le modèle quantique, effectivement, nous parle effectivement d'un effondrement d'une réalité
qui va effectivement aller dans une direction, avec effectivement quelque chose de manifester. Mais pour autant, vous voyez, la partie de moi qui est là, elle est là, mais parce qu'il y avait une partie qui ne pouvait pas l'être. Voilà, alors il y a déjà eu des films un peu dans cette perspective-là. Oui, j'aurais pu très bien ne pas être ici, et vous aussi d'ailleurs. D'ailleurs, forcément vous aussi, puisqu'on est en relation. Et donc du coup, si moi j'étais pas là, vous n'y étiez pas non plus, par rapport à moi, tout simplement, et inversement. Donc ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est qu'il faut bien voir, voilà, je vois, mais encore une fois, cette question, qu'est-ce qui gouverne le vide en moi, me met une sorte de regard qui m'amène dans la profondeur de ce que je suis, et de comprendre que effectivement l'infini, clairement l'infiniment grand, voilà, jusque dans les étoiles, et l'infiniment petit, c'est pas vraiment petit ni grand, c'est plutôt quelque chose de profond et quelque chose de manifesté en fonction de quelque chose de profond. Et cette potentialité quantique, en fait, elle a plein de définitions de moi-même. Et si on allait les explorer, et si on était conscient d'ailleurs qu'il y a peut-être parfois j'entends peut-être des choses, d'où elles viennent, d'où m'est venue cette pensée. Et si cette pensée était venue finalement d'un espace beaucoup plus immatériel, mais avec lequel je suis quand même en connexion. En fait, les mouvements qui génèrent notre vie, en fait, les mouvements moléculaires qui vont effectivement être à l'intérieur des cellules au point de me constituer, obéissent à des lois quantiques, pas des lois newtoniennes. Et c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que ce monde quantique ? Mais c'est un monde de plein d'émergence et de potentialités. Et qu'est-ce qui gouverne le vide en moi ? Eh bien, c'est là où peut-être la réponse est la suivante. C'est ma réponse, mais ce n'est pas la réponse. Je pense que ce sont nos choix. Et grâce à ces choix, en fait, l'être étant pour moi un transducteur d'une énergie qui va propulser ses désirs dans la matière, l'être étant l'interface du vide quantique, puisqu'il est habité forcément avec ses cellules, et ces cellules qui sont constituées effectivement par des atomes, par des particules élémentaires, on vient de ça, et on a cette fenêtre en fait. Et à partir de là, me vient une pensée, d'où m'est-elle venue, et moi, je vais y mettre de la densité, je vais la regarder, donc déjà rien qu'en la regardant, je suis en train de faire en sorte qu'elle se mette à devenir une image, et cette image, petit à petit, va prendre de la matière. Donc je suis une interface entre ce monde, donc une réalité quantique et une réalité pondérable manifestée. Mais qu'est-ce qu'il y a comme matière là-dedans et qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, comme ouverture ? Et il y a des émotions qui ne sont pas polarisées là-dedans. On est toujours sur des émotions polarisées. On est très pauvres. On parlait de réinventer la mort. Inventons déjà, réinventons, explorons déjà d'autres possibilités de ressentir. Parce qu'il y en a, mais on est polarisés. Et donc forcément, quand je suis bien, quand je suis joyeux, je suis juste en train de vérifier que je ne suis pas triste, parce que c'est ça aussi. Et quand je suis triste, eh bien, je vérifie que je ne suis pas joyeuse. Et basta. Et c'est un peu pauvre quand même. Et alors, cet être, ce nouveau homo, je ne sais pas comment on pourrait le dire, amorem, qui parle d'une énergie d'amour. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de l'appeler l'être quantique, parce que je pense qu'effectivement, il est temps pour l'être humain de s'approprier ce que la physique quantique a mis en émergence, en évidence, il y a plus d'un siècle, mais que nous ne sommes pas appropriés en tant qu'espèce. Nous sommes parfaitement appropriés le modèle newtonien. Il a généré tous nos systèmes politiques, économiques, culturels. Et aujourd'hui, il est peut-être temps, et c'est pour ça qu'on en parle autant, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sentent intuitivement qu'il y a quelque chose à faire avec ça. On n'a juste pas envisagé qu'on pouvait effectivement travailler avec, parce qu'on était sur une vision très scientifique en disant que pour ça, il y avait forcément des règles, alors qu'en fait, nous sommes cette règle. C'est-à-dire que rien que le fait d'être ici montre que nous sommes un être qui est pulsé dans la réalité, et pas un être qui tout d'un coup, on n'a pas de linéarité. Quand vous êtes arrivé ici, vous n'êtes pas arrivé ici, vous avez émergé ici. Et quand on s'est rencontrés, que je me suis assise, j'ai émergé aussi. Et j'étais un peu par là, je circulais. Mais clairement, on voit les choses comme ayant un trajet, alors que la seule réalité qui existe, elle est ici. Tout le reste n'existe pas, mais pour autant, il peut émerger. Et si je te demandais, l'être quantique, c'est l'histoire d'un humain qui ? Tu me répondrais quoi ? J'ai quelques critères et j'ai quand même envie de vous les énoncer, parce que quand même, il y a une petite liste intéressante. Et donc du travail derrière. Déjà, clairement, il ne part plus d'un manque, mais d'une plénitude. Donc ça, c'est son premier trajet, de réaliser qu'effectivement, il est porteur de tout ce qui est nécessaire
On doit, voilà, notre vie, on n'a pas à la justifier. On a juste à être à l'écoute de ce qui nous inspire. Alors c'est un trajet, mais clairement, quand on a une idée qui monte, il ne faut pas se demander qu'est-ce qui manque pour la réaliser, mais qu'est-ce qui vient. C'est comme si, au fur et à mesure, ça se révélait en fait. Donc ça, c'est le premier état, et ça va changer tellement de choses dans la constitution de beaucoup de choses. Ensuite, c'est d'aller vers ce qui l'inspire et non pas vers ce qui le rassure, parce que ce qui rassure est loin d'être inspirant et plutôt, je dirais, finit toujours par mal se terminer et par une rupture. À partir de là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quelqu'un qui ne va pas vers lui, c'est le va vers toi, et est en danger. Parce que, admettons que ça soit sur un boulot en disant il n'y a pas de boulot en ce moment, voilà, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais devenir avec ma famille, hein, pour peu que je subisse ça, qu'il n'y a que moi qui bosse, je vais devenir désagréable et je vais finir par une rupture. Alors, il y a tout un ensemble de données qui sont conséquentes à ça. Voyez, et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, il n'a plus besoin de se justifier pour exister. Ce qui compte, ce n'est pas la fonction. Parce que c'est une justification. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Eh ben, quand on entend dire telle profession, c'est comme si c'était une aberration. C'est vraiment ce côté... Plus d'obligation de résultat, quoi. Oui, forcément, mais ma fonction n'est pas ce que je suis. Surtout qu'aujourd'hui, comme on peut le voir, on est devenu multidimensionnel, multipotentiel, c'est-à-dire qu'on n'a plus un seul trajet. Et ça, c'était déjà les prémices de quelque chose qui nous amenait vers l'exploration des possibles. Donc déjà, on l'est, parce que le nombre de personnes qui ont changé de direction dans leur vie, et qui en changeront encore, et qui ont déjà changé et qui changeront, et celles qui n'ont peut-être pas encore changé et qui se demandent si elles ne vont pas changer. Et l'époque qu'on vit actuelle, ce qu'on vit en ce moment, c'est pour moi le paroxysme de la survie. On a été menacé de tout et maintenant on va être menacé de pénurie. Et en plus, on est que dans quelque chose qui est une menace, on n'est pas dans une réalité, voyez, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait là, la pénurie. Bon, mais en tout cas, pour en revenir à ça, on en est déjà à ce côté, va vers ce qui t'inspire et lâche ce qui te rassure, parce que là, tu vas te faire mal. Et puis ensuite, il y a un autre critère, c'est que, en fait, c'est pas tant de rechercher, parce que qui dit rechercher, j'ai toujours trouvé ce mot-là étrange. Vous voyez, on dit le ministère de la recherche. Donc, ça veut dire qu'on a déjà trouvé, mais qu'on a perdu le truc qu'on a trouvé, en fait. Donc ça veut dire, voilà, le ministère de la recherche, c'est sûr que ça serait bizarre, mais en tout cas, on recherche. Ça prouve bien que cette réalité, en fait, elle est déjà là. Sinon, on ne dirait pas recherche. Ministère de la Recherche, donc. Donc, elle ne recherche plus, mais elle se questionne. Ce n'est pas pareil. C'est une subtilité de langage, mais ça ne veut pas dire la même chose. Parce que ça amène une curiosité, et il n'y a pas tant d'ambition que le côté curieux et donc émerveillement derrière. Elle est proactive et non plus réactive, et ça, c'est le modèle qui sort de Newton, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas en train de réagir à quelque chose, mais plutôt d'être agissant, et de laisser émerger en moi quelque chose et voir comment, finalement, le comment, vous savez, ce n'est pas notre travail en tant qu'être humain, c'est le travail, j'ai envie de dire, de l'espace. Vous, votre rôle, qu'est-ce qui gouverne le vide en vous ? Vos choix. Eh bien, soyez au clair avec vos choix et vous verrez que ça se modélisera autour de vous. Parce qu'on manque de rien. Parce qu'on a tout. Et si on arrivait avec toutes les probabilités qu'il fallait, on dirait un miracle. Je ne suis pas sûre, le mot me dérange un peu, mais comment peut-on penser manquer de quelque chose avec tout ce qui est là? Moi, ce que j'adore, en fait, ce qui m'inspire beaucoup quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression que c'est la fin du militantisme, enfin le isme. C'est-à-dire que finalement, l'action part d'un autre endroit. Dans le sens où il y a plus de combat, il y a de la facilité. Il y a effectivement plus de réaction, il y a de l'émergence. Il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, par rapport à cette transition, je sens que tu insuffles de la douceur, en fait, dans ce que tu dis. Il y a presque plus rien à faire, il y a juste à être, à partir du moment où on agit du bon endroit et d'un espace d'amour. Est-ce que c'est ça ? C'est ça, parce que le présent est l'état limite de la matière. Et il n'y a rien d'autre à ajouter, en fait. L'instant présent, c'est quelque chose... En tout cas, attends, est-ce que tu peux nous refaire ta punchline, s'il te plaît ? Le présent est l'état limite de la matière. Le présent est... L'état limite de la matière. Le présent est l'état limite de la matière. Et on est tous, en ce moment, dans cet état limite qu'on actualise à chaque instant. Je parle d'instant, le temps me dérange beaucoup parce que j'ai écrit une autre équation par rapport à, justement, à Hegel MC2. J'ai lâché le temps et la matière pour parler d'un volume en déplacement, en fait, un volume d'informations en déplacement. Et en fait, on est porteur d'images, en fait. Vous voyez, on est là pour infiltrer l'espace de nos rêves, de nos images. Et il ne faut pas se laisser emporter par ce qui se passe actuellement. Ça serait ça, la menace, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on est porteur de cette imagination, de ces images qui nous habitent, qui nous ont constitué des images internes,
On est le projet de l'univers, on est son but. Hein. Et je pense que la matière, de là où elle se constitue, les atomes, les électrons, les particules élémentaires cherchent à travers nous l'expression d'une forme. Et c'est ça l'être humain, c'est ça l'être quantique, c'est qu'ils prennent conscience de ça. On est né comme ça, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, il disait la prose, c'est fantastique, mais on est ces êtres quantiques. On n'a juste pas converti notre regard sur nous-mêmes et sur cet espace si privilégié, en fait, qui n'est pas autant privilégié que ça, puisque tout le monde l'a. Le luxe, il est là, il est simple. C'est-à-dire que pour le moment, c'est comme si on était finalement un peu déconnecté de la conscience de notre pouvoir créateur et de notre puissance. À partir du moment où on ne se pose pas cette question, la question fondamentale pour les scientifiques devrait être qu'est-ce qui gouverne le vide en moi et non pas qu'est-ce qui gouverne la matière. Parce que nous sommes ce vide-là. Et le vide, attention, hein, le vide n'est pas vide. Hein, alors le vide est fait de quoi? D'information, tu disais. Le vide, alors déjà, le vide, c'est déjà de l'énergie. Et au-delà de l'énergie, c'est effectivement de l'information. La nature de la réalité a changé depuis vraiment qu'on a découvert la nature de l'atome, qui est un espace finalement qui est fait que d'espace. Et on n'a encore une fois toujours pas converti ça. C'est ça qui est... Et le vide, c'est un plein. C'est une plénitude d'informations. Le vide n'est pas vide, la nature du vide a changé. On est passé de rien, finalement, à tout. Donc, information, informare, ce qui rentre dans la forme ? Oui, exactement. En latin ? C'est pas hasard informé. Les formes sont informées, informantes et formantes. Et nous sommes cette forme-là, pleine d'informations. Et ce qui est génial chez nous, c'est que nous avons des images à l'intérieur de nous, nous avons des films à l'intérieur de nous. Et en fait, l'espace attend de nous la prochaine image, en fait. Une fois qu'on sait ça, mais waouh! Et on est vraiment cette fenêtre. Nos yeux sont comme deux fenêtres entre un espace qui voit cela de là où il est, c'est-à-dire de la potentialité, vers la manifestation. C'est-à-dire, et on est là, on est des réalisateurs, on est tous des réalisateurs, même si on ne fait pas de film, parce que réaliser, c'est aussi prendre conscience. Et on est là, en fait, pour prendre en même temps conscience de cette matière qui nous habite, en même temps que cette matière attend de nous cet élargissement de la conscience. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à cet état charnière où, grâce à cette crise de civilisation, grâce à cette crise de sens, il faut arrêter la quête du sens. C'est là, le sens est là. Et par contre, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et à partir de là, faire le tri entre ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas obligé que ça soit fait du jour au lendemain. On peut ranger sa maison doucement, tranquillement, mais de le faire et d'y aller et pour pouvoir s'investir de ce que je vous montre ici. Et donc sortir effectivement aussi de cette addiction à la souffrance, parce que forcément dans le comportement compulsif collectif, avec la séparation d'un côté qui est ma phobie, mon comportement compulsif qui est celui de vérifier que j'aurai toujours quelque chose, la phobie du manque, ensuite donc de séparation, ma vérification, effectivement, qui est de voir si j'aurai toujours quelque chose dans mon frigidaire, et j'en arrive forcément à un comportement qui est d'un côté sur la culpabilité et de l'autre côté sur la souffrance. Le modèle de la survie, c'est le modèle de la souffrance, et on est devenu addict à la souffrance. Si vous voulez, c'est organique. En fait, nos molécules, nos cellules ont besoin de cette souffrance. Et à un moment donné à un autre, vous savez, le complot qui existe actuellement, il est juste émotionnel. Ça veut dire par là que, en fait, à partir du moment où dans notre vie, il y a un truc qui commence à aller très très bien, eh bien on sait faire avec la pénurie. On n'a jamais su faire avec l'abondance et avec un état durable d'être bien, pour ne pas dire être heureux. Et donc, on arrivera à un moment donné toujours à une petite contrariété et ça va nous stabiliser. Eh bien, c'est ça qu'on doit apprendre, c'est ça qu'on doit montrer dans les films. Est-ce qu'il est possible de mettre quelque chose durablement ? Est-ce que ça peut être attractif ? S'il y a peut-être un autre modèle de la souffrance, ça pourrait être celui de quoi, en fait ? Oui, c'est vrai que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être effectivement analyser le pourquoi, le manque de foi, en fait, dans un état durable de bonheur. On attend toujours le moment où ça va s'arrêter. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fuit le bonheur de peur qu'il se sauve. Et ça serait à nous de pouvoir nous inscrire et de comprendre pourquoi on n'y croit pas à ce côté durable. Comment voulez-vous qu'on croie en un monde durable et qu'on reproduise un monde durable si on ne croit pas nous-mêmes qu'il y a un état d'être heureux qui peut être durable, même si c'est un apprentissage ? Ça commence toujours comme ça, mais on est là, on est des nouveau-nés. On n'est pas encore nés tout à fait à cet être quantique, mais oui, on va apprendre. On va apprendre ensemble en plus. Et ça aussi, c'est une leçon, c'est d'apprendre ensemble. Le modèle aussi de l'être quantique, c'est pas moi,
c'est pas les autres, c'est chacun ensemble. Et c'est pas ensemble, c'est chacun ensemble. À partir de là, il y a l'accès à une richesse incroyable qui fait que l'humanité, c'est une grande cellule, en fait, avec toute sa potentialité. Alors, c'était une belle fin. Est-ce que, quand tu me dis 5 minutes, c'est pour les questions ou c'est pour les questions, hein? D'accord. Donc, il nous reste... on a 5... Je voudrais terminer, même si je n'ai pas fini, mais c'est l'appropriation du libre arbitre aussi. Parce que ça, c'est un discours qui est... L'appropriation du libre arbitre. Allez, la chute, c'est quand on a cru qu'on l'avait perdu. Mais en fait, ce n'est pas une question de perdre ou de ne pas perdre ou d'avoir, c'est une proportion, en fait. Et le libre arbitre est proportionnel à la conscience que j'ai de qui je suis. Voilà. À partir de là, le menu est de plus en plus large, mais le menu, si vous voulez, à l'intérieur, c'est open bar à l'intérieur. Hein. Après, c'est moi qui réduis la fenêtre. Par nécessité, parce que c'est super, il faut quand même que je prenne conscience, donc je réalise, donc je ralentis la matière et j'en profite, parce que sinon, ça irait trop vite. Le propos n'est pas de vouloir tout ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on a. C'est pas pareil. Et à partir de là, ça nous fait déjà un sacré filtre, en fait, d'avoir du plaisir à voir ce qu'on a, plutôt que d'avoir tout ce qu'on veut. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'un nouveau récit, ça ne serait pas justement, et après je donnerai la parole parce que moi, j'aimerais bien vous entendre, un récit justement qui émancipe, qui donne à celui qui le reçoit, enfin qui le reconnecte à son pouvoir créateur, et justement qui l'interroge un peu sur un peu ce que tu viens de dire, sur qui il est, sur qui le reconnaît et qui le libère, et qu'il reconnaisse que lui-même fait partie du storytelling, qui le libère. Quand on voit quand même toutes les, alors moi je pense qu'il faut mettre un peu un stop à la technologie, parce que le problème qui pourrait nous empêcher d'aller vers ça, c'est quand même je dirais ce qui nous menace le plus dans ce modèle de la survie, c'est le transhumanisme. Et on comprend pourquoi. Puisqu'on est arrivé à saturation de tout, qu'on est en rupture de tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puisque une des choses qui nous est demandée avec le modèle darwinien, c'est de faire perdurer l'espèce, la transmission des données, en fait. Eh bien, si nous n'avons plus de quoi manger, de quoi effectivement respirer, qu'est-ce qui reste à faire si ce n'est mettre le modèle dans une machine? Donc on voit bien que finalement, le transhumanisme qui est proposé vient de notre inconscient collectif qui, au final, en étant bâti sur le manque, a fini par manquer de tout, puisque c'est une croyance, et qu'on finit toujours effectivement par atteindre une croyance jusqu'à son paroxysme, et qu'à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a atteint cette croyance, on va peut-être enfin pouvoir passer sur autre chose, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Cette croyance, ce manque. Coucou. Ah, tu me poses une question? Ouais. Non, mais c'est toi qui donne la conférence, c'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? On échange, on est dans la plénitude. On est dans la plénitude. Qu'est-ce qui se passe? Saturation. À la fin, quand tu arrives à la fin d'un schéma, tu arrives à saturation, rupture ou... J'ai perdu la question. Et en même temps, c'est génial, parce qu'il faut savoir perdre aussi les questions et le fil. Voyez. Et ça, on a toujours... Oui. Alors oui, on est là parce que à partir de là, on en est responsable, parce que je pense qu'on est allé jusqu'au paroxysme du modèle de la survie. Aujourd'hui, on l'a vu depuis 2 ans, depuis 2020, on va dire, et on a été menacé de tout, et ça continue. Maintenant, c'est bon, et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on est sur le modèle darwinisme. On va finir par un pic, et donc on va savoir redescendre. Ça aussi, c'est intéressant. Au même titre que c'est un peu aussi de l'entropie, c'est-à-dire ça va bien finir par voilà. Et vous pouvez me redire, s'il vous plaît, le transhumanisme, voilà. Et donc notre survie, c'est la machine. C'est-à-dire, puisqu'on n'est plus capable de pouvoir... tu peux peut-être répéter. On n'a plus rien, en fait. Si on n'a plus rien, la machine, elle n'a pas besoin de grand-chose. Donc voilà, et voilà comment on en est arrivé là ensemble. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là à l'origine de ça sont des innocents, sont des gens très... Ouais. Mais en même temps, si vous voulez, les lois de la matière. Et c'est ça que c'est un petit peu ce que j'essaye de mettre en avant. Tant que l'être humain ne s'appropriera pas la physique, les lois de la physique, pour comprendre comment la matière s'organise de l'intérieur, c'est important, c'est simple en plus, c'est pas compliqué. Le modèle de sa cellule, plus petite unité de conscience, eh bien, il ne peut pas effectivement être libre. Et parce que ce qui est intéressant, c'est que là, cette matière nous donne tout ce qu'on veut. Tu vois, et on réussit à être dans l'échec. C'est une réussite. Le modèle de la matière, il est sans moralité.
Ça ne veut pas dire qu'elle est amorale, ça veut dire que tu penses tu penses rouge, t'as rouge. Tu penses vert, t'as vert. C'est ça aussi la réalité quantique. Oui, si tu as une croyance sur toi-même que tu rates tout et que tu rates tout, t'as réussi. Qu'est-ce qui gouverne le vide en toi ? Ta croyance a raison, quoi. Donc être très, très, très à l'affût de tes choix. Qu'est-ce qui gouverne le vide en toi ? Ce qui gouverne le vide en moi, je sais que ce sont mes choix. Et je sais que je participe en tant qu'espèce maintenant, en tant qu'être, chacun ensemble, à l'expansion de l'univers. Et je vais même vous dire, en fait, c'est nous qui permettons cette expansion de l'univers. Parce que c'est grâce à notre imagination, grâce à nos images que nous infiltrons, que cet univers est en expansion. Et ça, c'est vraiment une conviction profonde. Voyez, c'est que le chercheur est toujours le chercheur, l'observateur, le physicien est toujours en train de regarder, mais il voit peut-être pas que la matière le regarde aussi. Et dans quelle mesure l'univers n'a pas accéléré son expansion à partir du moment où on a compris qu'il avait une expansion. Mais c'est évident, c'est la même chose. Voilà. Et voilà, et ce qui nous habite est de cet ordre-là, et ce qu'on produit aussi ensemble. Et je ne m'arrête pas seulement, et bien sûr, à l'espèce humaine, vous imaginez bien. C'est vrai c'est vrai pour les végétaux, c'est vrai pour tout. Et c'est peut-être vrai même pour d'autres dimensions, parce qu'attendez, ça serait quand même un peu gonflé de penser qu'on est tout seul. Alors, ça aussi, ça peut faire des films. L'être quantique. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ou... Ah bah voilà, tiens. Déjà, merci pour tout ça. C'est compliqué, mais j'ai déjà eu cette conversation avec des gens qui travaillent justement sur la quantique et là, ça résonne encore plus. Mais du coup, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez, par exemple, du film donc La Belle Verte, qui a été fait en 1995, je crois. Pardon. Par Colin Serrault, La Belle Verte. La Belle Verte. Le film La Belle Verte. Oui. Vous l'avez vu ? Oui, ça tombe bien, oui. Et justement, où c'est donc les humains qui vivent sur une autre planète et qui ont développé la télékinésie, je crois, télépathie, et justement qui se déconnectent entre eux, et il y en a qui retournent sur Terre pour déconnecter les humains. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez justement de ça. Alors déjà, pour moi, c'est le modèle du champ, en fait, en physique, et je pense que même si on échange, l'être humain, en fait, il échange constamment de l'information, mais il en a pas toujours conscience. Et effectivement, le fait déjà d'être sur cette vision de l'intrication fait que tout est champ, et que forcément vous êtes un champ, je suis ce champ, on échange de l'information à notre insu, et sort effectivement ce qui est nécessaire, ou ce que je suis capable de voir aussi, donc d'imaginer. Voilà. Et donc à partir de là, pour moi, c'est une sorte d'évidence on appelle ça comme ça, mais en fait, il y a une onde électromagnétique, je la décode. Et d'ailleurs, SILET est un transducteur d'énergie qui propulse ces énergies dans la matière. Il y a cette transduction de changer le mode. Enfin, on part d'un champ électromagnétique qui devient électrique, ça devient une forme. Voilà. Et en fait, nous, c'est ça le modèle aussi, l'intrication. C'est du champ. Et ça, il y a eu des explorations là-dessus, mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est ça. Ils sont connectés, ils sont peut-être suffisamment dans la conscience de ça, de l'autre aussi, pour que ça se passe et qu'ils aient même plus besoin, effectivement, forcément d'exprimer quelque chose verbalisé pour que le message passe. Et c'est pour ça, et du coup, je trouve ça intéressant parce que, techniquement, vous êtes en train de dire que ça pourrait être possible. Et en fait, on nourrit des imaginaires avec des choses possibles. Mais en fait, il y a des gens qui n'y croient pas aussi. Et je pense que la limite, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on est censé croire ? J'ai envie de dire, je pense que ce sont des gens... Alors voilà, je pense aussi aux scientifiques, vous savez, parce que je suis quand même assez disruptive sur mon modèle. C'est qu'ils sont un peu en retard, en fait. Voilà. Parce que le matérialisme, c'est quand même, ça date du milieu du XVIIe siècle. C'était donc un point de vue sur que tout est matière, d'accord ? Mais aujourd'hui, c'est quoi la matière ? Et déjà, la définition de la matière, encore aujourd'hui en physique, on ne sait pas ce que c'est. L'énergie, on ne sait pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sait que ça peut se transformer en énergie et inversement. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi dans cette relation à la matière, c'est que la matière, finalement, ce n'est jamais qu'une réponse de quelque chose qui vient chercher quelque chose et qui renvoie une dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de sortir de l'inertie. Et on n'est pas sur un modèle de quelque chose de palpable, mais de quelque chose qui est en relation et qui répond. En fait, la physique quantique nous a fait passer d'objet à relation. Et c'est ça
qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Je ne parle pas des réseaux Facebook, hein, mais je parle de ce qu'on est capable de produire ensemble et de se dire, je suis convaincue que si l'être humain va dans ses explorations de cette conscience-là et de ses possibilités, il est capable, par sa simple présence, on parle de chant, de pouvoir changer la nature d'une eau qui pourrait être polluée. Et là, on a des travaux intéressants avec Masuro Emoto sur des méditations, des choses comme ça. Et sur ça, c'est des films à faire parce que ça nous met sur. On n'est pas foutu. Mais comme encore une fois, c'est une question d'ego. Et en fait, l'être humain se déploie avec l'ego dont il a besoin aussi pour exister. Mais plus cet ego est calé sur des choses qui se conscientisent au fur et à mesure, plus il se transforme en conscience, et plus on va vers un monde qui va vers l'unité et non plus vers la séparation, qui fasse que forcément il y a cette douleur de la séparation. Il faut arrêter, hein, c'est ça? Non, et encore, il y a du temps pour les questions. Oui, et puis... Merci, c'était vraiment très intéressant. Merci. Ça me parle beaucoup. Et alors j'ai une question en vous écoutant. Je ressens fort la notion de vivant justement dans ce que vous dites, d'être dans l'instant présent pour laisser les choses émerger dans la posture, si j'ai bien suivi. C'est pas être dans l'instant présent parce que ça c'est complexe. Par contre, c'est plus facile de dire le présent est à la limite de la matière et je m'actualise tout le temps. Donc c'est ce qui fait que je suis pas dans l'instant présent. Non, je répète parce qu'il y avait de la punchline. Le présent est l'état limite de la matière et je m'actualise tout le temps. C'est-à-dire, ça veut dire que je suis tout le temps en train de déplacer ma propre information. Donc je suis un être mouvant, je suis un être vibrant, parce qu'être vivant, c'est d'abord être vibrant. Et d'ailleurs, on est vivant parce qu'on est vibrant. On pourrait peut-être passer aussi de l'être vivant peut-être au modèle vibrant, sauf qu'on n'est jamais vraiment passé par les vivants mais survivants, mais vivant, vibration. Oui, bien sûr. Et alors, la question que je voulais vous poser justement par rapport à ça, c'est comment vous, selon vous en tout cas, vous allez gérer justement l'ego, le mental, parce que toute notre capacité aussi analytique, qui est formidable par certains endroits, elle peut être aussi très limitante peut-être à cet endroit-là, parce qu'on est vite limité par notre système de pensée qui ne connaît que le passé, qui connaît que nos conditionnements finalement, que notre savoir appris. Et là, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de complètement nouveau, oui. Et d'être prêt à accueillir quelque chose qu'on ne connaît pas, sur lequel on n'est peut-être pas tous prêts de la même manière. Et du coup, si je ramène ça à une fiction, c'est aussi challengeant d'être crédible pour un public qui n'a pas ce degré de conscience dont vous parlez. Et qui est su, évidemment, que je cautionne à 10 000%, mais c'est une question que je me pose actuellement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que chacun de vous a un travail à faire sur son propre modèle, en fait. Et c'est comme si ça vous demandait, oui, déjà de passer par vous. Et ça, c'est peut-être la nouveauté. C'est-à-dire que je pense que toute personne qui s'enclenche sur une donnée, quelle qu'elle soit dans sa fonction, n'importe qui, et c'est vrai pour tout le monde, doit se redéfinir, se réactualiser sur le nouveau modèle. Et déjà, comme je dis, la fonction importe peu. C'est ce qui est derrière qui importe beaucoup. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième étape en tant qu'être, en tant que personne, qui est déjà l'identification pour chacun de nous de nos croyances limitantes. Et effectivement, il faut faire le tri là-dessus. C'est pas compliqué. Une croyance limitante, c'est quoi ? C'est quelque chose qui, à un moment donné, un autre va nous faire souffrir. Et dès qu'on en repère une, il faut aller se demander quel est l'intérêt d'ailleurs de la rencontrer, de la traverser. Et la croyance limitante du collectif, il y en a un paquet. Et clairement, peut-être qu'il faut se poser des questions sur nos croyances limitantes au niveau du collectif. Moi, voilà, c'est peut-être un peu utopiste ce que je vais dire, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez besoin d'air ? Est-ce que vous avez besoin d'eau ? Est-ce que vous avez besoin d'air ? Est-ce que vous avez besoin d'eau ? Eh bien non. Vous avez besoin d'air et vous avez besoin d'eau que quand vous manquez d'air et que quand vous manquez d'eau. Ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont la forme s'est constituée dans la matière, l'être qu'on est d'ailleurs, avec la gravité qui fait qu'on est longiligne en quelque sorte, même si on a du poids, fasse que finalement, s'il y a de l'eau, c'est que l'eau était nécessaire. C'est là où on se remet pas dans cette notion de qui je suis, d'où je viens. Mais si moi je suis constituée de cette façon, avec effectivement ce qu'on peut appeler le besoin d'air, le besoin d'eau, c'est que mon environnement finalement
Et vous voyez, quelqu'un a dit tout à l'heure, ça m'a très intéressé, qu'il ne faut pas se séparer de la nature, il ne faut même pas dire le mot nature. Je ne sais plus quelle personne est intervenue. Il fallait plus dire le mot environnement. Oui, c'est ça. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, alors c'est un mode, bien sûr, hein, ça demande une sacrée conversion dans la tête, mais clairement, quand vous rencontrez la soif, je dis bien rencontrer la soif, c'est que vous avez créé la rencontre de cette soif. Encore une fois, à partir de quelque chose qui est de l'ordre d'un moment donné ou un autre, de manquer d'eau. D'accord ? C'est vraiment une conversion là-dedans. À partir de là, si moi, en tant qu'être, je suis cet être qui respire, qui boit, je ne parle même pas de vos gènes qui, effectivement, c'est encore... Si nos gènes s'arrêtaient de fonctionner tout de suite, on serait mort direct. Vous voyez, ça montre encore que plus on avance dans le subtil, et plus il y a ce subtil. Et là, où c'est intéressant, c'est que forcément, dans quelle mesure, je vous pose la question, l'environnement qui est autour de vous, cet environnement, est-ce que c'est... Alors ça va beaucoup perturber à mon avis, mais je pense que l'environnement a autant besoin de moi que j'ai besoin de lui. Parce que, effectivement, et je parle du postulat juste avant, hein, à savoir que si j'ai été bâti, si ma morphologie, la forme que je suis, respire et boit, c'est que l'environnement était en adéquation et forcément, il y a une symétrie. C'est les symétries en physique. Vous ne pouvez pas exclure l'environnement en vous disant il est arrivé après et puis voilà, c'était super, on a atterri sur une planète et il y avait tout ce qu'il faut. Oh, c'est super, quel hasard. En fait, ça participe exactement de la même création. Et alors, est-ce qu'on peut dire la réalité a besoin de moi ou l'univers a besoin de moi ? On peut dire qu'on peut retrouver l'autonomie à partir aussi de ce modèle-là et de se dire que dans quelle mesure ce n'est pas l'environnement qui dépend de moi et non pas moi de lui. Je ne parle pas le moi de l'ego, hein. Je parle de la conscience qui voit cela. Ah, d'autres questions ? Mais c'était pour rebondir sur ta question en fait et par rapport à ce que pourrait être une narration, enfin, il y a peut-être la possibilité d'inverser votre proposition en fait. Parce qu'en fait, l'idée, l'état de plénitude, entre guillemets, c'est presque l'aboutissement, fin du 3e acte. Et c'est comment, justement, faire des narrations qui montrent le passage d'un état de manque à un état de plénitude, un état de je vais vers ce qui me rassure vers ce qui m'inspire. Et là, pour le coup, il y a tout un tas de films et de narrations. Je pense à Soul de Pixar récemment, où il y a vraiment je cherche la gloire, le jazz, et puis finalement, bon voilà, je ne spoile pas, vous verrez. Et d'ailleurs, 22 incarne ce que tu décris, ouais. Dans Soul, ouais. Mais même des films plus anciens, je pense à Secret et mensonge par exemple de Mike Leigh, où justement c'est revoyez-le, parce que c'est vraiment des gens qui s'aiment mais qui sont séparés, qui se parlent plus, avant de tout à coup se parler et se remettre en lien. Et on n'est pas dans des... Et on obtient cet état de plénitude finalement dans une situation. Donc c'est comment inverser et faire et participer de la transition et de, entre guillemets... Je comprends vraiment ce que vous me dites et malheureusement je vais redire, enfin, heureusement, exactement la même réponse, c'est-à-dire que nous avons tous une responsabilité en tant qu'être humain dans la fonction que nous avons, que ça soit scénariste ou autre chose, scientifique pour moi beaucoup aussi, de se remodéliser de l'intérieur sur ce modèle de l'émergence, qui fera que nous aurons dans ce que nous ferons une autre façon d'être en relation avec l'environnement et une autre façon d'avoir des images. En fait, pour pouvoir avoir accès à ces images, il faut déjà avoir bien intégré en soi, et c'est pas long, hein. C'est déjà juste une conversion du regard, et vous verrez que bizarrement devant votre machine, de votre ordinateur, si c'est un ordinateur, si vous êtes dans le manuscrit avec l'écriture, il y aura votre main, parce que c'est la main en fait qui écrit, ou c'est les mains qui écrivent finalement, qui ira chercher l'image de cela. En fait, c'est ça. C'est que ce que je suis en train de vous dire pour le moment, c'est à la limite, je suis peut-être pas en train de vous donner des solutions, mais je suis en train de vous proposer quelque chose de mieux que ça. C'est que ce sont vos solutions qui vont vous inventer, parce que vous devez juste inverser la façon dont vous avez vécu votre vie, et pas seulement vous en tant que scénariste depuis le départ. En fait, c'est ça notre challenge en tant qu'espèce, voyez, c'est ça. Après, on peut réfléchir là-dessus aussi. Je pense que j'ai des pistes à proposer là-dessus, sur des choses qui soient vraiment de l'ordre d'une attraction dès le départ pour commencer. Et dans ce modèle attractif, voyez, regardez, moi je prends toujours comme modèle Avatar. Je vais vous donner une réponse sur Avatar qui va faire que le film ne va peut-être pas avoir lieu finalement, mais on peut faire un autre film. C'est qu'on a un personnage qui va foutre en l'air
finalement, pour devenir un héros, un super système qui aurait tellement de choses à apprendre et qui va être détruit, tout simplement, encore une fois, pour une quête d'ailleurs, et la quête du héros d'ailleurs, dans quelle mesure c'est pas lui le facteur déclenchant qui fout le bordel et qui fait qu'au final il reste plus grand chose. Mais on a gagné, on a réussi, on va reconstruire ce monde. Vous voyez le modèle, la saturation, machin. Et je suis en train de dire, vous savez quoi, c'est impossible dans le modèle que je vous propose là, parce que une telle civilisation, une telle conscience de l'environnement ne pourrait pas rencontrer dans l'échange et en phase, c'est la physique aussi, une vibration. On parle de chant, le chant de quelqu'un d'inférieur en fait. C'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais pu rencontrer les militaires. Et s'ils les ont rencontrés, c'est que ça a été construit par le modèle d'un scénariste qui n'avait pas fait cette conversion de la fréquence. Et qui a pu imaginer ce que lui, effectivement... Donc on est là sur le modèle du bien et du mal, et finalement on monte toujours. Mais le modèle de la lumière, qui au fur et à mesure s'expanse, qui au fur et à mesure devient de plus en plus subtil, et vous connaissez ça, vous êtes là, vous rencontrez plus ce qu'il y a en dessous. Donc on voit bien que, vous voyez, ce qui compte déjà, c'est de se dire, voyez, ça a été bâti par quelqu'un qui est encore sur le modèle du bien et du mal, voilà. C'est pareil pour moi alors c'était super, mais c'est une époque, j'ai envie de dire. Star Wars. Merde. Enfin, je veux dire, ça pourrait être Starlight, je sais pas, mais Star Peace. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est super, j'ai adoré aussi. Ouais. Parce qu'on aime l'action, l'aventure, parce qu'on aime bien aussi ce côté dépassement. Mais est-ce qu'on irait voir un film qui s'appelle La Paix des Étoiles ? Mais c'est quoi se dépasser aussi ? Ouais. Non, on n'irait peut-être pas voir La Paix des Étoiles, mais on irait peut-être voir, effectivement, il y a un certain Hubert Reeves qui a dit qu'on était de la poussière d'étoiles. Ok ? Alors c'est un peu gonflé ce que je vais dire, mais dans une certaine mesure, je me demande si on n'est pas la matière des étoiles. C'est cette conversion. Alors, une autre question. Ah, il y avait Jules de l'ADEME. D'abord, je vous remercie pour toutes ces belles paroles qui donnent à penser. Par rapport à l'émergence qu'on pouvait discuter, que vous avez beaucoup évoqué, et sur la question des imaginaires qui peuvent être véhiculés dans les œuvres d'art, je me demande si c'est pas tout aussi important qu'on puisse ancrer ces imaginaires dans des lieux, dans des espaces d'émergence pour le vivant, qui peuvent rassembler des éco-villages, voilà, toutes sortes de lieux sur des collectivités, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette nécessité. Je pense que c'est une proposition qui est déjà bâtie sur une envie, et à partir de là, les gens qui sont des gens qui ont envie, pas des gens qui ont dû y aller. Alors c'est là aussi, il ne faut pas que la motivation, qu'est-ce qui gouverne le vide en moi, c'est je dois y aller parce qu'on n'a plus le choix, on n'a plus le temps. J'y vais parce que j'ai envie d'y aller, et on n'est pas là pour sauver la planète, on n'a pas changé le monde, on est le monde qui change. Voilà. Et ce qui est important, c'est que chaque personne ne doit pas être dupe de son rôle. Elle est là parce qu'elle en a. Si elle est là parce qu'elle en a envie et qu'à partir de là, elle va être complètement traversée par des choses où c'est pas pour, parce que ça c'est de l'ego. Eh bien oui, je dis oui parce que c'est forcément là où c'est émergent, c'est que c'est les gens qui y sont allés, ils sont pas allés, ils sont allés vers eux. C'est le va vers toi, va vers ce qui t'inspire. Ils ont été inspirés. Et dans ces cas-là, on est déjà sur le modèle sans rien avoir d'autre à faire. Après. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est encore une fois en tant qu'être, chacun de nous, dans toute fonction, se demander sur quel domaine il s'est bâti et ce à quoi il croit dans son système de croyances limitant. Je dis que chacun de nous, dans toutes les fonctions, du scénariste, je vais même aller jusqu'au bûcheron, puisqu'après tout, soyons dans les arbres, et là pour se demander, mais voilà, je suis là, mais je suis là pourquoi ? Parce que j'en ai envie. Et c'est surtout sortir de ce modèle de devoir faire, de devoir être, qui est le modèle de la restriction, de la frustration, de la séparation, et qui nous a emmenés dans un état limite aussi de la matière. Mais ce n'est pas celui dont je parle de tout à l'heure. On est arrivé à l'état limite de la matière. Mais peut-être parce que la matière est enfin vraiment de changer sa façon de s'exprimer, puisqu'on est finalement cette forme qui s'exprime. Je pense que la matière est en train, à travers nous, de changer son modèle et de trouver une autre façon de s'exprimer. Mais c'est à nous de la laisser émerger, de ne pas vouloir toujours avoir le contrôle. Comme tout à l'heure, j'ai perdu ma question, elle est revenue, super, merci.
Et j'étais là, je cherchais. C'était prévu, hein, là. C'était prévu. Tout était prévu, tout est parfait. Mesure, oui, c'était prévu, parce que c'était effectivement... En fait, on est la résultante de nos pensées passées, non adaptées au présent, donc il y a une prévision quelque part, effectivement. Mais tout à fait. Mais ce qui est important, je veux dire, la réponse, pour moi, en tout cas ma réponse, c'est si vous êtes inspiré, si vous avez envie, s'il y a un truc qui monte et que vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, oui, mais bien sûr que c'est le modèle qu'il faut suivre. » Alors je trouve qu'effectivement, ce modèle de la permaculture qui nous ramène en plus à quelque chose de plus local, de plus humain, j'ai envie de dire aussi, où on part du petit, on n'essaye pas de faire du grand. Ça aussi, c'est important, parce que ça aussi, c'est... Parfois, justement, c'est pas parce que ça marche à petite échelle que ça peut marcher à grande échelle, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas dans la projection de quelque chose de plus grand. Et puis, on peut aller sur des modèles plus grands parce qu'on est fait pour ça. Voilà, enfin, la preuve, on a vu des modèles à partir d'un couple, là, puis on a vu des modèles en Chine, ça fait rêver, d'ailleurs. Et ça, pour moi, mais ça a été bâti avec des humains qui, chacun était là, ils croyaient. Et dans ces cas-là, bizarrement, on n'a même pas la foi, puisque c'est intrinsèque, la foi. On commence à avoir la foi quand on l'a perdue, en fait. Et quand on est là en train de faire, dans l'application, il se passe quelque chose, et ça devient une colline, une montagne, une région verdoyante. Mais c'est génial. Et c'est pour ça, comment ne pas croire, justement, qu'on est là pour pouvoir bâtir ce monde émergent et d'être peut-être dans la situation, en tant qu'espèce, la plus mal placée peut-être, mais on va quand même être là pour pouvoir créer ce nouveau monde ensemble. On est en charnière. Alors on sait très bien que la charnière, si on se prend les doigts dedans, c'est pas confortable, mais il y a aussi le nouvel espace qui nous attend et qui va nous inventer. C'est la grande différence, parce que le changement de paradigme égale, je suis pas en train d'aller reprendre les mêmes choses, hein. Je suis en train de me laisser inventer, parce que je n'ai pas le modèle. Mais pour une fois, je vais me laisser inventer par le modèle. Alors, il y a une question là-bas. Donc, se laisser inventer par plus grand que soi, se laisser traverser par... Oui. Donc, en supposant que sur une société, tous les individus, tous les hommes et femmes de cette société réussissent à suivre cette potentialité de laisser émerger ce qu'il est. Vous voyez, déjà, je vous arrête juste là, parce que c'est pas tous, c'est chacun, et c'est vous d'abord. Chacun, d'accord. Et c'est vous d'abord. Moi d'abord. Et c'est vous Donc d'abord. justement, précisément, oui. Ma question est là, dans ce moi d'abord, est-ce que l'ajustement social vous paraît évident ? Est-ce qu'il coule de source ? Il coule de source parce qu'on est sur un processus qui n'est plus sur de la masse, mais sur de l'information et sur du champ. Ça veut dire qu'il suffit qu'une personne active en elle ce modèle, et ça ira beaucoup plus vite d'ailleurs que la fameuse masse critique qui fait un changement. On est sur une masse d'informations qui amène le changement. C'est de la vibration. C'est-à-dire que si je vibre ce que je dis, et pas seulement que je le dise, encore une fois, comme c'est bien pour ça que je dis ce qui compte, c'est pas ce que je dis, mais qui le dit, la vibration qui est derrière ça, eh bien, il y a une sorte de mise en phase qui est là, puisque, en fait, là aussi où c'est super intéressant, je pense que la matière à travers nous qui cherche la complexité de sa forme et de sa conscience aussi, elle est là et ça monte naturellement. Tout simplement parce que je ne suis pas en train de chercher à changer quoi que ce soit, mais à émettre le changement. Et forcément, il y a quelque chose qui est là et qui ne se sent pas obligé en résistance à vouloir. On ne cherche pas à modéliser quoi que ce soit, mais à être juste en soi ce modèle. À partir de là, il se passe quelque chose qui fasse que, bim, il y a un truc qui s'active dans vos cellules et vous le reconnaissez. Parce qu'on a tous ce modèle, il n'est juste pas actif. Et à partir du moment où quelqu'un l'active, la cellule en face le reconnaît. La cellule, c'est un champ. Tout est champ. Et notre ensemble de cellules en vibration nous met un champ électromagnétique, un biochamp qui fasse qu'on échange continuellement de l'information. Et plus ce champ, on peut dire, est libre, c'est-à-dire dégagé de beaucoup de croyances limitantes, et plus il est performant. Et quand je dis performance, ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui amène une sorte d'ascension, en fait, d'évolution. Et ça vient tout seul. On partage peut-être même la même image, vous voyez. C'est un peu comme le film là, où ils sont là, et c'est ce partage d'images ensemble. Un peu comme les oiseaux migrateurs qui ont déjà le plan dans la tête, en fait, et qui sont là, pas pour construire un modèle de quelque chose. S'il y a un oiseau qui est devant, c'est celui qui est là parce qu'il a à ce moment-là l'énergie, à ce moment-là, il a effectivement la possibilité, et pendant ce temps-là, les autres sont là,
répercute l'onde, et puis à un moment donné, c'est son tour parce qu'il n'a peut-être plus d'énergie. Il va récupérer l'énergie avec les autres, et puis peut-être qu'il n'a pas les images suivantes. Alors il y a quelqu'un d'autre qui se met en tête. Mais c'est vraiment cet ensemble-là qui fait comme une unité, et qui fait que ça, ils arrivent à bon port. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chacun ensemble. Alors, on doit vraiment faire la pause, mais peut-être une toute dernière question. Et... L'intuition, c'est vraiment pas la même chose que l'instinct. L'instinct, si on ne met pas survie derrière, est quelque chose de l'ordre des tripes. Et je trouve ça vraiment super. L'intuition, elle est déjà pilotée finalement par des images préexistantes. Alors, effectivement, c'est comme mon imagination. Si elle est calée sur un modèle bien particulier, ça sera toujours plus ou moins les mêmes images et donc les mêmes émotions. Et on a cette chance d'être... Vous avez cette chance d'être au seuil d'une invention de quelque chose. Voilà. Mais l'instinct, c'est ce côté, justement, qu'il faut garder en soi. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être là où, c'est une hypothèse, où se localisent effectivement les images émergentes, en fait. Parce que c'est là, c'est au niveau quasiment du... Enfin, au niveau du sexe. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette... tu parlais d'Eros et de Thanatos, mais il y a cette espèce de qu'on sent comme quelque chose qui est là, qui monte une poussée. Au même titre que c'est cette poussée de la graine qui tout d'un coup va sortir du noyau. Et c'est ça, l'instinct pour moi, c'est ça. C'est ce côté qui va aider à l'émergence aussi. Vous voyez, je prends toujours comme modèle, j'aime bien dire ça parce que c'est un peu drôle aussi, le chêne, les glands. Voilà, il y a beaucoup de glands sous un chêne. Et puis tous les glands potentiellement peuvent devenir des chênes. Voilà. Mais qu'est-ce qui va faire ? Qu'est-ce qui va pousser un gland ? Le vide d'un gland qui deviendra un chêne. Et évidemment, tous les glands ne deviennent pas des chênes. Voilà. Mais il y a eu forcément un qui avait cette espèce d'espace d'émergence, qui a utilisé son environnement. C'est là où c'est donc une potentialité interne face à une réalité externe. Et à partir de là, il y a peut-être une chaussure qui va passer. Dans quelle mesure ce petit fruit n'a pas été chercher la chaussure et que ça a fait le petit coup qui était nécessaire, la pluie, tout ce que vous voulez, et lui, il est là, et un jour, il deviendra ce grand chêne. Voilà. Mais il a eu cet instinct aussi. Ça, j'en suis convaincue, mais en même temps, ce n'est jamais que ma vision. Je ne suis pas si... Voilà où je place l'instinct. Patrick Vivray parle des roses cosmiques. Bah oui. Donc se laisser traverser par les roses cosmiques. Oui. Et moi, je parle de Johnny. Je parle de Johnny Hallyday, moi, dans ces cas-là, parce que c'était un type d'un instinct pas possible. Donc, c'est comme ça qu'il a duré. Après, voilà, on aime, on n'aime pas, mais on ne peut pas lui reprocher ça. Vous voyez, le bonheur durable, être durable. Johnny, il a duré. Hein. C'est grâce à son instinct. Avec la différence... Elle est déjà programmée par des images internes qui sont... Voilà, on a les intuitions qui correspondent déjà à j'ai envie de dire, à un patron, en fait. Quand je parle de patron, c'est de modèle de couture, en fait. Et à partir de là, mon intuition sera connectée déjà à quelque chose qui doit lui correspondre. Un pattern. Exactement. Et le cerveau a ce rôle-là, parce que le cerveau n'est pas le patron, mais je parle on va dire que c'est pas lui le patron. C'est comme si vous avez une industrie de couture, vous prenez Yves Saint Laurent, le designer, ok, et on va dire que les modélistes, c'est le cerveau. Et elles sont là, et c'est sûr qu'elles ont un rôle super important, parce que le cerveau va effectivement mettre le modèle d'une forme. Mais en même temps, à partir de là, effectivement, il va être en relation avec toutes les cellules. Mais à la différence des cellules, le cerveau n'est pas autonome. Toutes les cellules sont autonomes, chaque cellule est autonome. Et ça aussi, c'est une sacrée prise de conscience. Parce que la cellule, c'est exactement où elle se situe, ce qu'elle a à faire. Si elle doit se reproduire ou pas. Quand elle n'est pas coupée de son modèle. Et là, on appelle ça effectivement un cancer. Donc, de toute façon, je vous propose que les questions qui émergent, puisque c'est le cas, c'est l'émergence. Voilà, eh bien, on les garde bien au chaud parce que justement, on va travailler vraiment ce sujet pour l'atelier d'intelligence collective. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut insuffler donc tous ces éléments dans des récits, dans la psychologie des personnages, dans les enjeux de décor. Dans les enjeux narratifs, et dans les éléments de décor. Donc en plus, tu vas rester avec nous.
Donc ceux qui vont être dans l'équipe de, de Pascal, trop de bol. Et du coup, voilà, on fait la pause tout de suite. Merci beaucoup, Pascal, bravo. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi, parce que grâce à vous, je peux émerger aussi.